Alors, bonjour. Oui, bonjour. Siré, Non, ça va? Suñu invité bi ñëwagul de. ça va cool. Je pense qu'il est là, hein. Ok, super. Je pense qu'il est là, ça. Allô? Xaaral. C'est bon? Oui, c'est bon. Yaa ngi si jàmm bu baax, j'espère. Oui, oui, maa ngi si jàmm alhamdulilah. Donc, dama bañoon a nekk en retard moo tax ma teel a ñëw tey. Ah oui, c'est sûr. Bon, je pense qu'on est. Je sais pas si dañuy xaar ba xam dañuy jéem a xaar 2 ou 3 minutes pour que gars yi ñëw wala ñu Ouais. commencer benn yoon. Il y a déjà un ami qui est Léegi parti. yow ok léegi yow ñaata personne ngay xaar actuellement. Bon, je ne sais pas trop. J'ai partagé dans WhatsApp, Instagram Mhm. avec euh, Facebook aussi. Je sais pas maintenant combien de gens vont se, vont se pointer. Ok. Donc, on peut attendre d'ici 5 minutes pour commencer. Dans 2, 3 minutes, je pense. Ou bien 2 minutes ou trois, ça m'est égal, quoi. Ouais, je pense. Bon, je pense qu'il y a un message. Je pense que Mhm. si vous atteindre 6, 7 personnes, nous allons commencer ce boba. Ok, ok, pas de problème. Il y a- Excusez, hein. Non, c'est pas grave. Merci. Jen, bienvenue à toi. Mohamed Jen, bienvenue. Ok, non. Ok, je te reçois. Je vais essayer. Mohamed Jen me récupérer. Je pense qu'il y a trois. Voilà. Donc, je pense on est 6, hein. Encore Ouais. un, encore un et on commence. Je pense qu'à fait, au bout de 40 minutes, il faudra arrêter, quoi. Donc, il faudra Ok. après qu'on le remette.
Bon, on est 7 participants, donc on peut y aller. Donc, bonsoir tout le monde. Là, on va parler, on va évoquer, comme vous le savez tout le monde sans doute, aujourd'hui, on célèbre la journée de l'Afrique qui vient un petit peu de la création, de la date de la création de l'unité africaine en 1963. Donc, on a pris cette date-là, le 25 mai, pour célébrer tous les ans l'unité africaine. Maintenant, c'est une opportunité, je pense, pour nous jeunes Africains de faire l'état des lieux, parce qu'on est dans un éternel combat, je pense. Il faudra donc essayer de voir qu'est-ce qu'on a fait en ce qui concerne l'unité africaine, au vrai sens du terme, parce que je pense que c'était ça l'objectif. Quels ont été les défis relevés, quelles ont été les imperfections, surtout de ce point de vue-là. Donc, pour mieux appréhender le sujet, j'ai essayé d'inviter aujourd'hui M. Amadou Yoro Diallo, qui est chercheur en relations internationales. Comme vous l'avez vu, j'ai pu mettre une brève description de son profil, là où il est passé. Il est passé par la Lituanie, par la Turquie aussi. Actuellement, il est chercheur. Voilà, donc je vais laisser le soin, sans plus tarder, pour commencer, camper le débat, faire un petit peu son exposé par rapport au sujet, dégager les grands axes. Et plus tard, si vous avez des questions, on va participer et échanger davantage. Donc, c'est à toi, Yoro. Bon, bonsoir. Je me nomme Abdoulaye Yoro Diallo. Donc, je suis actuellement en Turquie. Donc, comme mon frère Alun l'avait bien mentionné, j'ai fait mes études en relations internationales, aussi en sciences politiques. Et aussi, je suis passé aussi au département de géographie à l'UQAD, au Sénégal. Mais la plupart de mes recherches, je l'ai fait ici en Turquie, aussi en Allemagne, en France, aussi en Belgique. Mais actuellement, je suis en Turquie, là où je travaille. Donc, mes recherches sont axées principalement sur l'immigration, la coopération, le développement durable, l'intégration européenne, la sécurité en Afrique de l'Ouest et aussi le plan Marshall en Afrique de l'Ouest et aussi un petit aspect sur la Turquie et l'Union européenne. Donc ça, c'est ma petite présentation. Si vous voulez, je peux commencer ou bien on passe par les présentations et après je peux continuer. Tu peux y aller. Ok, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, comme vous le savez tous, on va essayer de faire une petite discussion en ce qui concerne le bilan de l'intégration africaine, ou bien même, je vais dire, les intégrations africaines. Parce qu'on sait ici, en Afrique, on a un problème d'intégration, parce que, comme je vais le souligner plus tard, on a l'intégration de l'Union africaine d'une manière générale, mais aussi on a les organisations régionales comme l'ECOWAS, je pourrais dire, et aussi comme les autres organisations dans la sous-région en Afrique de l'Ouest. Donc, pour commencer le débat, je vais essayer de centrer des petits points sur l'histoire et je vais vous décrire un petit peu quelle a été la mission de l'Union africaine ou bien de l'unité africaine au départ, créée en 1963. Et après, on va dégager les grands points, les grands axes pour avoir une possibilité de débattre les sujets les plus connus actuellement que l'on vit, et aussi c'est mieux. Donc, comme vous le savez, en 1963, l'organisation de l'unité africaine a été créée par 32 gouvernements, mais ces 32 gouvernements ont créé cette unité pour une mission bien déterminée. Donc, cette mission, quelle a été cette mission? Cette mission a été de veiller au respect des frontières, mais aussi de promouvoir la solidarité entre États africains et aussi de libérer les pays qui étaient sous domination coloniale. Sur cet aspect, on peut aussi souligner que
même si d'autres pays n'étaient pas sous l'emprise coloniale, comme l'Afrique du Sud, on avait aussi l'apartheid. Donc, c'était important aussi que l'Union africaine ou bien l'unité africaine fasse preuve de solidarité envers d'autres États africains, des États frères. Donc, sa mission aussi était de conserver, était d'affirmer aussi les frontières que les anciennes colonies européennes, dans la plupart, avaient prédestinées pour l'Afrique. Ici, je vais vous donner une petite question ou bien un petit débat et après on pourrait aussi ajouter avec des questions. Parce qu'ici, il y a deux possibilités qu'on pourrait débattre sur ce point. La première possibilité, c'est de voir est-ce qu'il y avait eu lieu de suivre une politique, surtout une politique des frontières qui était de respecter ce que les anciennes colonies nous avaient prédestiné. Par exemple, comme vous le savez, les frontières étaient prédestinées et on devait seulement respecter ces lois. La deuxième était de transformer ces frontières parce que les frontières étaient seulement faites pour les intérêts des pays européens. Donc, ils ne respectaient pas, ces frontières ne respectaient pas l'accord des pays africains, parce que vous savez aussi, lors de la conférence de Berlin en 1895, donc les Africains n'étaient pas sur la table des négociations. Donc, les Européens se sont permis de tracer des frontières qu'après, plus tard, vers les années 1960, on était obligé de respecter. Donc, il faut noter cela. Et si vous avez des questions après, on pourrait aussi débattre sur cette question. Donc, en deuxième lieu, je voudrais aussi souligner une petite remarque concernant la charte de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, créée après la Deuxième Guerre mondiale, comme vous le savez, mais aussi le respect des droits de l'homme, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Et comment, à travers cette mission de l'Union africaine, l'Afrique ou bien tous les pays membres devaient respecter des lois ou bien des chartes qui n'étaient pas faites pour les Africains. Donc ça, c'est un point que tout le monde va essayer d'apporter sa contribution après. Mais on sait que depuis 2002 du moins, ou bien même bien avant, en 1999, on a aussi l'Union africaine qui essaie de prendre forme, comme nous le savons aussi aujourd'hui. Donc, cette mise en œuvre des politiques qu'on a dans l'Union africaine aussi va nous mener vers une union, je vais dire, plus rassemblée et aussi une union plus organisée, du moins. Parce qu'on sait que depuis 2002, l'Union africaine a pris naissance sous cette forme, mais aussi cette union va essayer d'accélérer le processus d'intégration et aussi de faire face aux effets de la mondialisation et aussi du libéralisme économique que vous savez. Donc, quel a été le résultat de cette union? Donc, je vais faire un petit développement du moins et essayer de vous dire, est-ce qu'on a atteint l'objectif que l'on cherchait au départ? Mais avant de faire ce résumé, on va essayer de poser une problématique parce que ici, le sous-thème de cette discussion, c'est la problématique de l'intégration en Afrique. Quel modèle on va proposer pour le développement de l'Afrique? Donc, n'oubliez pas que si j'ai choisi ce thème, comme aussi mon ami Alun l'avait fait, donc on a un problème d'intégration en Afrique. Quel problème d'intégration? Donc, la première question que je vais me poser, c'est qu'on a une Union africaine. Normalement, si on le comparait à d'autres organisations continentales ou bien régionales dans les autres continents, comme l'Union européenne, on a ça, ou bien on a la NAFTA, ou bien on a le Mercosur, ou bien on a l'ASEAN dans le reste du monde. Ce qu'on peut constater ici, c'est qu'en Afrique, on a une organisation continentale
dans laquelle on a des organisations sous-régionales. Donc, qu'est-ce qui explique cela? Est-ce qu'on a failli à notre mission d'intégrer l'Afrique? Et comment on a pu proposer un modèle d'intégration qui était différent au départ? Donc, je vais essayer de développer ça. Concernant le modèle d'intégration, d'habitude, en relations internationales, on a deux modèles à proposer. Le premier modèle, c'est un modèle qui est basé sur une identité culturelle ou bien une identité religieuse. Donc, on peut voir que dans certaines régions du monde, on a des pays qui partagent la même culture ou bien qui ont une même identité religieuse. Et à partir de cela, ils vont créer un ensemble, ils vont créer une organisation qui leur permet de converger sur un même plan pour aussi de s'entraider, de coopérer, de voir si cette possibilité ou bien si cette identité culturelle ou bien religieuse leur permet d'aller dans une autre phase. La deuxième mode d'intégration que l'on connaît, c'est le modèle que l'on sait dans la plupart du monde, le modèle économique. Donc, à partir de ce modèle économique, les pays vont voir si les relations qu'ils entretiennent sont basées sur une interdépendance des ressources, la plupart des ressources que l'on connaît, surtout les ressources des matières premières, comme on a pu constater avec l'Union européenne lors de sa formation. Donc, on peut dégager ces deux modèles d'intégration. En première, un modèle d'intégration basé sur une identité culturelle ou religieuse. En deuxième, un modèle d'intégration basé sur une identité ou bien sur une interdépendance économique. Et ces deux modèles vont contribuer à avoir un modèle d'intégration qui serait basé sur une intégration politique. Mais c'est quoi l'importance ici de faire une intégration politique et quels sont les enjeux de cette intégration politique? Je vais essayer de développer et je vais essayer de voir si l'Union africaine ou bien les organisations régionales ou bien sous-régionales qu'on a en Afrique ou bien on peut voir sur cet aspect, est-ce qu'ils respectent ces chartes ou bien ces consignes. Donc, vous savez, l'intégration politique aussi. Pour faire une intégration politique, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir des institutions pour faire face à des décisions. Et si on parle d'organisation ou bien d'intégration politique, on ne peut pas mettre dans d'autres côtés, on peut aussi débattre que la souveraineté est importante, la souveraineté politique. Donc, si on parle d'organisation, si on parle d'institution, la première chose à noter, c'est la souveraineté des pays membres. Mais ici, ce qu'on constate en Afrique, on a des soi-disant organisations régionales ou bien on a soi-disant une organisation continentale dans lesquelles les pays africains conservent leur souveraineté à part entière. Donc, il n'y a pas eu le principe que l'on appelle le principe de délégation souveraine. Donc, de délégation, on entend par si des pays décident de coopérer, décident d'aller ensemble pour un but bien déterminé. Donc, ce qu'il faut faire, il faut axer comment on va faire cette intégration. Par exemple, si le Sénégal et le Mali veulent aller ensemble, donc la première chose à faire, c'est qu'on doit définir les modèles d'intégration. Soit c'est un modèle culturel, religieuse ou bien économique. Donc, si ce modèle est économique, les axes ou bien les aspects dans lesquels on doit débattre ou bien on doit progresser, on doit poursuivre l'intégration doivent être complètement différents si on choisit une intégration par identité culturelle ou bien religieuse. Donc, il faut noter cela. Et aussi, tous ces modèles d'intégration, comme je vous l'avais dit plus tôt, ont une seule mission, c'est la mission de faire une intégration politique, mais cette intégration politique doit être aussi basée
sur la délégation de la souveraineté des États qui y participent dans cette organisation. Mais si, comme vous le savez, ici en Afrique, si le président du Sénégal ou bien le président du Nigeria ou bien le président de l'Afrique du Sud sont en train de discuter des problèmes, donc chacun y va sans une possibilité de déléguer une partie de sa souveraineté à un autre État ou bien même à l'organisation. Donc, tout ça, c'est tellement difficile si on voudrait régler les questions de l'organisation ou bien si on voudrait régler la question même de l'intégration en Afrique. Donc, pour faire un petit bilan, je ne vais pas me répéter parce qu'on sait que dans l'organisation africaine ou bien dans les organisations sous-régionales en Afrique, on a aussi, par exemple, des institutions qui permettent de faire un bon fonctionnement. Et ces institutions, on a la conférence de l'Union, on a aussi la commission, on a aussi le cours de justice, on a aussi le Parlement africain. Mais tout cela, je vais vous poser cette question, est-ce que ce n'est pas le fait de copier l'Union européenne? Parce que, bon, on sait que l'Union européenne aussi finance l'Union africaine à hauteur, par exemple, de 4 à 6 milliards par 2 ou bien 3 ans, 6 milliards d'euros. Comment voudrez-vous qu'on fasse une intégration basée sur une identité, soit culturelle ou religieuse, et aussi faire une intégration avec l'aide d'autres organisations régionales ou bien sous-régionales qui nous conduisent, qui nous guident ou bien qui nous dictent comment on peut faire l'intégration. Donc, pour faire un petit résumé, je pense qu'ici, les questions sont plus importantes même que le débat, parce que c'est à partir de ces questions, à partir de cette question, on peut aussi voir comment on peut dégager les axes, ou bien comment on peut attribuer, ou bien comment on peut apporter des solutions. Mais avant de vous donner la parole, monsieur Abou Talib, je m'excuse parce que la plupart de mes études, je les fais en anglais. Donc, j'essaie de faire un résumé comme ça. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est un grand problème, le problème des APE. Je pense que vous connaissez les APE, les accords de partenariat économique que l'Union européenne voudrait signer avec l'Afrique. Je pense que si vous n'avez pas l'information, ce sont des accords qui nous permettent de bénéficier des préférences commerciaux ou bien commerciales du moins entre l'Union européenne et aussi certains pays africains, plus particulièrement les pays en Afrique et aussi les pays du Caraïbe et aussi des pays du Pacifique. Donc, ces accords des APE qui monopolisent les débats dans la politique africaine en général ont été créés depuis 2002. Et depuis 2002, on assiste aussi à ce qu'on appelle les accords de Cotonou. Et aussi, ces accords vont permettre aux pays africains et aussi l'Union européenne de libéraliser leur économie. Donc, il y a ce qu'on appelle des accords qui nous permettent de faire des commerces vis-à-vis de l'Union européenne sans payer de tarifs. Mais on sait que si on a ces accords sans payer de tarifs, on sait que dans la plupart des pays européens, on a les industries. La plupart des pays africains, on a une société agricole. Donc, on a une société agraire. Donc, comment on peut faire pour compenser cette manque d'industrie? Donc, ce sont les points que je voudrais tout juste mentionner sur les accords de l'APE et pourquoi l'Union européenne même voudrait signer les accords de partenariat économique avec l'Afrique tout en les guidant à promouvoir l'intégration. Donc, ici, je vais faire un petit résumé ici. Donc, les pays européens, plus particulièrement l'Union africaine, voudraient que les Africains
s'unissent dans une organisation ou bien s'unissent dans un ensemble pour signer des accords de partenariat économique, parce que si on considère l'Organisation mondiale du commerce, si un pays tel que la France donne des faveurs à un pays tel que le Sénégal, ces mêmes faveurs doivent être respectées pour tous. Donc, si un pays comme la Thaïlande a le même développement que le Sénégal, la France a des accords économiques avec le Sénégal. Donc, ces mêmes accords économiques peuvent aussi être appliqués avec la Thaïlande. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Après, peut-être je vais plus expliquer si vous avez des questions. Mais l'Organisation mondiale du commerce a essayé de résumer ça en disant que si on a une ensemble, si on a une organisation régionale ou bien continentale, si cette organisation régionale signe des accords de partenariat économique avec une autre organisation sous-régionale ou bien régionale, ils peuvent faire des transactions, ils peuvent faire une libéralisation des commerces ou bien des produits industriels, des produits agricoles sans problème. Donc, ils vont aussi respecter ces accords sans problème, sans enfreindre aussi les droits universels ou bien les droits de commerce. Donc, je vais peut-être m'arrêter ça, mais avant de quitter, je vais seulement souligner quelques problèmes en ce qui concerne l'intégration africaine, et vous allez me dire, ou bien si vous-même vous avez des questions, je pourrais aussi contribuer par vos questions. Donc, si la sécurité est un élément très important. Pourquoi la sécurité est un élément très important en Afrique? Parce qu'on sait que on avait commencé à faire une intégration. Quand on dit intégration, on a un processus. Le processus d'intégration, ça commence par une étape, mais c'est une étape qui ne peut se terminer à jamais. Mais on constate que dans la plupart des pays en Afrique ou bien dans le continent de manière générale, on a une désintégration d'une manière générale, parce qu'on a vu au Mali, on a vu certains mouvements qui veulent avoir leur indépendance. On a vu aussi au Soudan la division du Soudan en deux. On a aussi le Cameroun qui veut se diviser en Cameroun francophone ou bien en Cameroun anglophone. Donc, quelles sont les questions les plus importantes pour essayer de voir la question sécuritaire de manière générale en Afrique? Et sans débattre de la question sécuritaire, on ne peut pas résoudre la question de l'intégration économique, parce que pour intégrer économiquement, il faut avoir une intégration sécuritaire, il faut aussi être sécurisé. Deuxièmement, j'avais posé cette question: comment on peut avoir une unité africaine en désintégrant les zones ou bien en désintégrant les sous-régions? Par exemple, aussi, on constate aussi en Afrique, on a plus de 8 organisations sous-régionales. Donc, qu'ils soient du côté de la finance ou bien politique ou bien dans d'autres secteurs. Mais le vrai problème ici, le vrai problème de développement, le vrai problème des Africains, c'est avoir un modèle de développement qui doit être basé sur un modèle de développement unique. Est-ce que l'Afrique a un modèle de développement qui doit proposer? Est-ce que l'Afrique a un modèle de développement qui doit aussi mettre en valeur pour une grande contribution dans l'économie mondiale? Parce qu'on sait aussi que dans l'ECOWAS, dans la zone économique et de l'Union monétaire en Afrique de l'Ouest, les relations que certains pays ont entre l'Union européenne et les pays africains, c'est ce qu'on appelle le phénomène asymétrique. Donc, cette relation est déséquilibrée. Parce qu'on sait que le Sénégal fait plus de commerce avec la France que son voisin, le Mali ou bien la Guinée. Donc, comment vous voyez ces questions? On peut aussi répondre à votre question après.
Donc, pour l'instant, je vais m'arrêter ici. Et si vous avez des questions ou bien si vous voudrez que je revienne sur certains aspects, je peux le faire. Merci, mon ami. Bon, je vais essayer de parler un petit peu par rapport au point que vous avez énuméré avant de donner la parole aux autres. S'il y a quelqu'un qui désire intervenir, il peut écrire dans la zone conversée et faire signe quoi, s'il désire prendre la parole. Voilà. Donc, vous avez parlé de la renonciation à la souveraineté. Comme disait l'autre, on a eu une sorte de... Le premier problème qu'on a par rapport à l'intégration, ou bien par rapport à une intégration régionale ou par rapport à une intégration continentale, c'est la souveraineté. Et en Afrique, le premier problème qu'on a, c'est que quand on a lutté plus de 60 ans pour avoir les indépendances, comment dire, presque même un siècle pour avoir les indépendances, on a un petit peu ce problème de... On a en fait la souveraineté, que ce soit d'ordre sécuritaire ou bien d'ordre territorial, est un réel problème pour les Africains. C'est comme si on a une certaine phobie par rapport à cela. Donc, il est difficile de renoncer à une partie de notre souveraineté et de le donner ou bien de l'attribuer à une autorité supranationale. Ça, c'est le premier problème qu'on a en Afrique. Mohamed, d'accord, je viens sur toi tout à l'heure. Ça sera intéressant parce que lui, au moins, il est dans le domaine et il a fait ses études au Sénégal à l'université Gaston Berger. Donc, je pense qu'il va assez nous aider sur le sujet. La deuxième chose, le financement de l'Union africaine par l'UE. Ok, j'ai vu. Le financement de l'Union africaine par l'UE. En fait, on est toujours dans cette perspective de est-ce qu'on est assez indépendant pour faire en sorte déjà de procéder à une intégration africaine au sein de nous-mêmes? Et est-ce qu'on est assez indépendant pour procéder à la création d'un modèle économique pour l'Afrique? Je pense que ça, c'est le deuxième problème qu'on a eu. Actuellement, tous les modèles économiques qu'on a eu à utiliser en Afrique ont été des modèles qui ont été dictés par l'Occident. Donc, il ne faudrait pas être naïf aussi. Si on essaie de basculer dans une certaine intégration africaine dictée par l'Occident, ça ne sera pas sera pas dans nos intérêts. Voilà, ça ne sera pas dans nos intérêts. Et on a encore ce problème d'indépendance qui revient à chaque fois. Ce cordon ombilical qu'on ne parvient pas encore à couper déjà avec les anciennes métropoles, mais aussi on s'est lié encore on est lié encore par aux métropoles d'une façon indirecte ou directe, parce qu'il y a encore le problème de la dette, en fait. C'est le problème de la dette qui nous maintient encore dans les pieds de l'Occident, dans les pieds des anciens métropoles, surtout de la France. Bon, pour l'intégration culturelle, les deux types d'intégration, que ce soit d'ordre culturel et d'ordre économique. Le premier problème qu'on a, c'est avec, comment dire, la manière dont la territorialisation de l'Afrique a été faite. Ils ont, avec autant peut-être je peux remonter jusqu'à la conférence de Berlin, ils ont partitionner l'Afrique de façon à ne pas avoir déjà des États-nations. Ils ont fait en sorte d'inclure des groupes ethniques ou bien des groupes communautaires de façon à ce que, comment dis-je, ce qu'on appelle une homogénéité nationale ne puisse pas facilement avoir lieu. Et si vous voyez, c'est sur ces tiraillements conflictuels qu'en général, les anciens métropoles ou bien les occidentaux appuient pour qu'il y ait une perpétuelle instabilité en Afrique. C'est le cas au Congo, c'est le cas au Cameroun
et c'est le cas peut-être dans beaucoup de pays africains. À chaque fois, dans les pays africains où on a des conflits, à chaque fois, ce sont des conflits entre groupes ethniques. Et ces conflits-là sont intensifiés par des mains étrangères. Donc ça, ces causes-là viennent en fait de la conception des nations depuis belle lurette. Et cette genèse des conflits fait une projection orthogonale sur les nations. Parce que l'intégration culturelle est encore difficile parce qu'il n'y a pas cette cohésion-là entre les peuples. Il n'y a pas, peut-être on a des traits culturels, mais est-ce qu'on a ce commun vouloir de vivre ensemble? Est-ce que la Guinée et le Sénégal sont dans cette perspective-là? C'est pourquoi moi, c'est un petit peu mon côté sceptique par rapport à est-ce qu'on est obligé même? Est-ce qu'on est obligé même? Voilà, est-ce qu'on est obligé même de faire ça? On est obligé même. Moi, je parierais plus sur une intégration partielle. Par exemple, une circulation des biens et des personnes, garder une territorialité, mais faire en sorte de développer un marché avec une circulation des biens et des personnes. Voilà, que cela se suffise à cela. Donc, bon, je pense que je vais m'en arrêter là et donner la parole déjà à Diane. Voilà. Diane, tu peux... J'espère que c'est activé. D'accord. Merci. Allô, vous me recevez? Oui, on te reçoit. Vas-y. Allô? D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bon, pour parler un peu de l'Union africaine, il faut remonter le temps, revoir sa constitution. Parce qu'avant, il y avait le mouvement panafricain. Bon, avec les anciens d'Afrique, les Haïtiens du Caraïbe, tout ça, qui ont contribué à sa mise en place. Il y avait des conférences comme la conférence de Manchester en 1945. Donc, pour parler de l'OUA, donc en 1963, il y avait une division. Il y avait deux camps. Il y avait le groupe de Monrovia et le groupe de Casablanca, c'est-à-dire les fédérés, ce qui était bon pour une fédération, comme les Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop et autres, et il y avait le groupe de Monrovia, c'est-à-dire les modérés. Les modérés, eux, ils militaient pour une union, mais qui se fasse à travers un processus. C'est-à-dire, d'abord, il faut une intégration économique à travers des serres, communautés économiques régionales, c'est-à-dire diviser l'Afrique en 5 régions. C'est pour cela qu'on a eu UMA, Union Maghreb Arabe, CEDEAO, ECOWAS, on a eu CEMAC, SEDAC et autres. Donc, c'était ça le but, c'est-à-dire de procéder par une intégration économique avant de passer par une Union africaine, c'est-à-dire unifier tous les pays d'Afrique, faire le projet des États-Unis d'Afrique. Donc, on a constaté que, bon, Nkrumah avait un peu failli parce que c'était l'autre camp, c'est-à-dire les modérés, Senghor et autres, qui ont pu remporter cette bataille. Mais ce qu'on a constaté après, c'est que le processus a pris beaucoup de lenteur. Revenant aussi sur cet échec même qui a poussé à la rénovation de l'Union africaine, de l'actuelle UA. L'actuelle UA qu'on a aujourd'hui, en 1999 avec la conférence de Sirte. Le même problème s'est reposé avec Kadhafi. Kadhafi, lui, il voulait passer à une union, la mise en place des États-Unis d'Afrique. Donc, on a vu que, bon, après maintes négociations en 2002, nous sommes arrivés à une Union africaine, mais toujours pas d'intégration politique, c'est-à-dire le regroupement de tous les États. Donc, pour parler, l'Union africaine a eu à apprendre des erreurs de l'OUA. On a eu avec la création du CPS, Conseil de paix et de sécurité. Donc, créé en 2004, bon, le Conseil a commencé à exercer en 2005-2006 avec la crise soudanaise. Donc, mais le constat, c'est que la mise en place, l'application même de ces dispositifs a posé un certain nombre de problèmes. Parce que jusqu'à présent, bon, la force africaine en attente, F2A, bon, n'est pas toujours en disposition. Donc, revenons aussi pour parler des intégrations, des serres. Le constat aujourd'hui, c'est qu'il y a un chamboulement. D'autant plus qu'en 2017, le Maroc, qui appartenait à l'UMA, parce qu'avant même le Maroc, il y avait la Mauritanie.
la Mauritanie appartenait à l'ECOWAS, c'est-à-dire les 16 pays. La Mauritanie s'est retirée en 99 et on s'est retrouvé à 15 au niveau de la zone CEDEAO. Mais le Maroc plutôt a frappé aux portes de la CEDEAO. Donc ça a un peu chamboulé parce que c'était par zone. Il fallait d'abord intégrer économiquement la zone CEDEAO. Pareil pour les zones comme en Afrique du Nord, en Afrique du Centre et autres. Une fois que il y a une uniformisation, une harmonisation, on passe directement à une intégration plus globale, plus large sur le plan continental et passer à l'étape de l'intégration politique. Mais revenons aussi pour dire que bon, l'Union africaine a révélé un peu, l'UIA plutôt a révélé ses failles en 2010-2011 lors de deux grandes crises, c'est-à-dire la crise ivoirienne de 2010 et la crise libyenne de 2011. D'ailleurs, mon mémoire de fin d'études en Master 2 a porté sur ça. C'est-à-dire, j'ai travaillé sur l'Union africaine et l'ONU dans la résolution des conflits en Afrique, étude des cas entre la Libye et la Côte d'Ivoire. Donc, ça a révélé que l'Union africaine n'avait pas une certaine autonomie de gestion parce qu'elle était fortement dépendante. Et l'Afrique, comme l'a rappelé Faki, l'actuel président, donc l'Afrique ne parvenait pas à parler d'une seule voix. Ça, c'est aussi problématique en Afrique. Ouais. L'Afrique ne parvient pas à parler d'une seule voix. Donc, c'est juste après ces crises, pour parler des lenteurs dans la réalisation de l'Union africaine, bon, on a mis en place en 2013 l'agenda 2063, ce qui est paradoxal. L'agenda 2063. Donc, pour la réalisation, bon, on se projette pour 50 ans après. 63, bon, c'est significatif, ça sera le centenaire de la création de l'OUA. Donc, on peut aller, bon, je propose pour que le débat soit beaucoup plus interactif, d'aller procéder par étapes, point par point, avancer. D'accord. L'eau? D'accord. Point par point, on peut toucher un point. Ok, d'accord. Bon, je vais donner la parole à l'autre. Comme ça, peut-être si tu veux intervenir après, on va revenir par rapport au point que Abdoul Yoro va étayer. Donc, je passe à l'autre là. D'accord. C'est Rio. Huawei Rio. Allô? Allô? Vous me recevez? Oui, on te reçoit. Vous me recevez? Bonsoir tout le monde, tout d'abord. Issa. Je voudrais vous remercier, Monsieur Alioune, pour l'invitation. Et Monsieur Abdoul Yoro. Oui. Vous me recevez? Oui, on te reçoit. Vous me recevez? On vous reçoit, pas de problème. Je pense qu'il a un décalage. Oui, donc je disais à M. Yoro, merci pour les éclaircissements. Donc, je voudrais juste apporter un ajout aux faits qui se sont déjà expliqués ici. Alioune, tu me reçois? Oui, je te reçois. Il y a un décalage là, Il faut parler, ouais. On vous écoute. Ok, donc l'ajout que je voudrais apporter, c'est que l'Union européenne n'est pas concentrée sur elle-même, c'est-à-dire les coopérations sont plus faites avec l'Occident que entre les pays africains eux-mêmes. Donc, les pays africains ne coopèrent pas entre eux. La plupart est focalisée vers l'Occident. Ils préfèrent échanger avec les pays européens. Donc, de ce fait, moi, je voudrais proposer le fait que les traités au sein de l'Union européenne
soit plus des traités de base économique que politique. Et un autre fait qui a vraiment été relaté ici, c'était la sécurité. Donc, je voudrais que l'Union européenne commence par combler d'abord ses failles économiques, qu'il commence à se compenser économiquement d'abord. Après qu'il soit compensé économiquement, les échanges entre les pays vont commencer et l'Union européenne va commencer à prendre de la force. C'est là où, après, suivra la sécurité et les politiques seront renforcées. Merci beaucoup. Merci de la parole accordée. Je vous laisse continuer, M. Yoro ou M. Alioune. Merci. Ok, merci. J'interviendrai Yoro, plus tard. je pense Ouais. qu'on peut revenir sur toi. Ouais. Donc, mon ami là, Mohamed, avait souligné un problème aussi. Vous avez aussi souligné le problème de la dette. Mais je pense que ça, la discussion même doit être une discussion close. Parce que comment on peut parler du problème de la dette sans pouvoir aussi parler du problème de la monnaie unique, qui est le CFA, par exemple. On sait que les pays européens aussi mettent en place un certain mécanisme, surtout financier et aussi économique, qui nous permettent d'endetter, qui leur permettent du moins d'endetter les pays d'Afrique. Ceci dit, que si les pays européens ne nous contrôlent pas politiquement, mais ils nous contrôlent économiquement, ce qu'ils vont faire, c'est que nous, si on a des relations entre les pays, avec les pays européens, ils tiennent notre économie en main. Donc, ce qu'ils font, c'est de voir s'ils peuvent s'accrocher à notre monnaie, s'ils peuvent nous dicter les principes monétaires ou bien les principes, bon, je ne vais pas dire fiscaux, mais les institutions qui permettent d'établir une relation entre les pays africains et aussi l'extérieur. Donc, si on sait, avec le Sénégal et aussi les pays de la zone franc, donc on sait que récemment, on nous propose de changer de monnaie, qui est l'éco, mais je pense que tant qu'on n'aura pas résolu le problème de la monnaie, on ne pourra jamais résoudre le problème de la dette. Et la dette, on peut pas résoudre ça parce que c'est un atout que les Européens ont sur les Africains pour avoir ce que l'on dit le plus souvent, pour encore plus imposer les théories de la néocolonisation. Donc, ceci dit, il faudrait faire des efforts, il faudrait faire plus d'efforts même pour essayer d'aller dans un sens. Bon, l'autre partie concernant l'intégration. Mais moi, je trouve même que les Africains ne doivent pas s'intégrer. N'oubliez pas que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, par exemple, l'Union européenne a décidé, avec le Benelux, les 6 pays, comme la France, l'Allemagne et aussi l'Italie et aussi les autres pays comme la Belgique ou bien le Luxembourg ou bien les autres, ont décidé pour pouvoir régler le problème de la compétition économique qui mènerait à la sécurité, comme mon ami Rio vient de le souligner, il faudrait faire une intégration basée sur un modèle économique. Et cette intégration basée sur un modèle économique pourrait être justifiée dans ce sens. Parce que si l'Allemagne n'a pas d'acier, si la France n'a pas du charbon, si la Belgique n'a pas aussi d'autres ressources, comment ces 6 pays peuvent s'unir pour alimenter non seulement leur industrie, mais pour aussi régulariser la compétition entre États. Ce qui a même d'ailleurs sollicité les États-Unis à encourager même ces 6 pays à aller de l'avant parce que ça pourrait mettre fin au conflit régional ou bien qui pourrait même déboucher sur une 3e guerre mondiale. Donc l'objectif même de l'intégration continentale ou sous-régionale que l'on connaissait auparavant était basé sur une intégration économique. Donc, est-ce que l'Afrique devrait aller dans ce sens? Donc, ça, c'est la grande question. Et après 1960, après l'indépendance, comment on a pu
choisir d'intégrer économiquement si on sait que c'est l'Occident qui a notre économie et un ami vient de le rappeler, la plupart de nos échanges se font entre les pays européens. Comment voudrions-nous faire une intégration basée sur un modèle économique alors que même les pays africains ne font pas de commerce entre eux? Donc ça, c'est un grand problème. Oui. Mais les institutions aussi qui étaient mises en place par les soi-disant organisations sous-régionales ou bien continentales étaient seulement basées sur un modèle d'exploitation économique imposé par les Occidentaux. Donc, un ami aussi avait rappelé qu'il y avait la division entre les fédérés et ceux qui avaient proposé aussi un modèle plus lent, un modèle basé sur une coopération qui serait plus lente, de manière progressive. Mais ça, c'est le fait de copier un modèle d'intégration de l'Union européenne. Parce qu'on sait, depuis bien avant 1963, on avait le même problème que les Européens aussi avaient fait face. Il y a certains Européens, même après la guerre en 1945, les États comme la France, qui voudraient que l'intégrité territoriale ou bien la souveraineté reste aux Français, n'étaient pas d'accord pour une fédération de l'Europe. Pendant que d'autres pays même voudraient une intégration, une fédération des pays européens pour se souvenir de l'Empire romain comme étant un ensemble. Donc, ce que l'on est en train de débattre, la plupart des théories d'intégration en Afrique, ce sont des théories à 100% ou bien à 90% basées sur des théories de l'Union européenne. Donc, ce que l'Union africaine ou bien les organisations régionales sont en train de faire, ce sont des modèles qui sont basés sur le fait de copier l'Union européenne à sens entier. Donc, la question que je me pose, c'est que c'est quoi l'objectif même de l'intégration africaine? Pourquoi s'intégrer? Pour le développement, pour la sécurité, ou bien pour la culture, ou bien la religion? Donc, je vous laisse la parole. Bon. En ce qui me concerne, je vais intervenir rapidement sur 2 points. L'identité, le problème de l'identité. Pour moi, le premier problème qu'on a eu et qui a facilité déjà, parce que moi, pour moi, l'identité culturelle et l'identité économique, non, du moins, l'intégration culturelle et l'intégration économique sont complémentaires. Pour moi, ce qui a pu faciliter l'intégration économique de l'UE, de l'Europe, vient de la corrélation entre leur identité. Si on passe par une approche constructiviste, je pense que l'identité, les béabas culturels européens ne sont pas aussi pluriels que ce qu'on a en Afrique. Parce qu'en Afrique, comme je disais tout à l'heure, les communautés et les groupes ethniques ont chacun des identités fortes. Ils ont chacun des identités fortes. Ce n'est pas la même chose, comment dis-je, en Europe, où il y avait, ou du moins, je vais conjuguer au passé, où il y avait cette homogénéité culturelle et cette homogénéité identitaire. C'est ce qui montre que la base de toute intégration, ce sont les valeurs culturelles et les identités qu'on partage. C'est le cas de la Grande-Bretagne. Parce que la Grande-Bretagne l'UE ne porte pas préjudice grandement à la politique de la Grande-Bretagne. Mais qu'est-ce qui a fait que la Grande-Bretagne a voulu sortir de l'Union européenne? C'est sur 2 choses. C'est pour retrouver sa souveraineté et pour retrouver une identité forte dans une société mondialisée. Et c'est le même problème qu'on retrouve en Afrique déjà depuis belle lurette. Donc, même si on bascule ou bien on essaye d'entrer progressivement dans une intégration, que ce soit d'ordre politique ou bien économique, il y aura toujours cette hétérogénéité
ethnique ou bien hétérogénéité comment dire, culturelle qui va nous porter préjudice. Par rapport au CFA, je prends encore l'Union européenne. Quand vous avez des niveaux économiques qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, quand vous n'avez pas les mêmes réalités économiques, c'est un peu difficile d'avoir une monnaie unique et c'est difficile aussi d'avoir des politiques monétaires qui arrangent tous les pays. Déjà l'Allemagne est en train de, je ne maîtrise pas carrément, mais l'Allemagne a donné un ultimatum pour le changement de certains paradigmes économiques par rapport à la politique monétaire de l'UE. Et c'est un facteur comme aussi. la politique fiscale. Voilà. Ces facteurs aussi, ce sont des facteurs de détériorisation de l'intégration. Donc, déjà en Afrique, que ce soit juste si on prend l'Afrique de l'Ouest, on n'a pas les mêmes réalités économiques, on n'a pas les mêmes niveaux économiques, on n'a pas les mêmes politiques. Il y a un économiste sénégalais qui l'a dit, si on part vers l'intégration monétaire en adoptant une même monnaie, tôt ou tard, ça aura des répercussions fâcheuses sur nos pays. C'est pourquoi moi, par rapport à l'intégration monétaire, je reste sceptique là-dessus. Et pour moi, ce qu'on gagnerait à faire, c'est d'avoir une monnaie nationale, par exemple pour le Sénégal. Moi, je suis partant pour qu'on ait une monnaie nationale. Donc, je voudrais juste ajouter quelque chose, mon ami. Donc, vous avez parlé de l'Union européenne en tant qu'une organisation qui s'est basée sur une identité culturelle. Mais je pense que si on s'en souvient de l'histoire, on sait que depuis l'époque de l'Empire romain, l'Europe est en train de faire la guerre entre eux. Ils sont en train de faire la guerre entre eux. Mm-hmm. Nous avons le traité de Westphalie en 1648, si je me souviens bien. Et aussi, on a la guerre napoléonique. Et aussi, on a la première guerre. Et aussi, on a la deuxième guerre. Parce que si un pays fasse la guerre avec un autre, cela veut dire que les identités culturelles, du moins, sont différentes. Donc, comment l'Europe a pu aller de l'avant et essayer d'oublier un modèle d'intégration qui était basé sur une identité. Je vous l'avais dit, l'Europe avait essayé de voir si, avec la période de l'Empire romain, il peut former une même identité. Donc, quand l'Europe dit que nous voudrons faire une identité comme la base de notre intégration, il ne se réfère pas à l'Europe moderne, mais il se réfère à l'Europe du temps de l'Empire romain. Et un deuxième point pour terminer, c'est que la majeur ou bien le plus important aspect qui avait permis à l'Europe de s'intégrer, c'est l'aspect sécuritaire. N'oubliez pas qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe a vu que sans intégration économique, sans intégration des ressources au départ naturelles, on ne peut pas régler les problèmes de sécurité. Donc, c'est cette solution qu'il avait apportée pour une intégration des ressources naturelles comme l'acier, ou bien le charbon et autres, qui a contribué à une intégration politique et plus tard culturelle que l'on sait. Ok. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui désire... Diane, je pense qu'on va revenir à Diane. Bon, s'il y a quelqu'un d'autre qui désire intervenir après, il peut l'écrire en bas, Hadija Ndiaye ou bien les autres. S'il y a quelqu'un qui désire... intervenir, il peut faire ci. Donc, vas-y, Diane. Allô? Oui, je te reçois. Oui, bon, pour parler un peu de la situation, tu me reçois? Oui, oui. Allô? On Donc, reçoit. La crise actuelle avec l'Union européenne, c'est... Ah oui, d'accord. La crise actuelle avec l'Union européenne, bon, c'est cette guerre qui existe entre nationalistes et mondialistes. Oui. Donc, pour revenir à l'intégration sur le plan culturel, donc ça peut poser un petit peu problème parce que, bon, il a parlé en 1963, il y avait le principe de l'intangibilité des frontières.
Donc, l'Union africaine avait constaté que l'État avait précédé la nation. Donc, à ce niveau, il fallait directement passer à une autre intégration pour pouvoir une fois passer à la grande intégration. Donc, si ce principe d'intangibilité des frontières n'avait pas été respecté, donc on aurait assisté à une cassure, une balkanisation davantage de l'Afrique. Parce qu'on constate que la Casamance, bon, la Guinée-Bissau et la Casamance, pratiquement c'est le même peuple. Ouais, Donc on constate que les Peuls, oui, les Peuls, on les retrouve en Mauritanie, plutôt jusqu'au Cameroun. Donc on ne peut pas les circonscrire. Donc il fallait maintenir le principe de l'intangibilité des frontières pour pouvoir construire à partir de cela quelque chose qui pouvait émerger. Parce qu'on a hérité ça, on ne pouvait pas s'en passer. Parce qu'il fallait, sinon, il fallait redessiner la carte de l'Afrique. Imaginons un peu qu'on redessine la carte de l'Afrique. D'abord, pour créer une organisation, on ne sait pas de l'Afrique n'était pas tombé sur un principe, quel modèle, quel type d'intégration on allait mettre en place. Imaginons qu'on redessine les cartes de l'Afrique. Sur quelle base? Bon, comment le faire? Qui va le faire? Quelle instance va s'en charger? Donc, ça allait être un autre problème. Donc, pour parler aussi de l'Union africaine, donc c'est plus l'élite qui dirige. Donc, il n'y a pas une place importante réservée au peuple. D'ailleurs, même la charte, il y a une charte de l'Union africaine, l'Union des peuples, l'Afrique des peuples, pour parler que le plus souvent, ce sont les dirigeants qui ont le monopole. C'est-à-dire les technocrates qui travaillent là-bas n'ont pas tellement de pouvoir. Le dernier mot revient toujours aux dirigeants à travers les conférences qu'on organise, les conférences annuelles. C'était 2, maintenant on l'a transformé à un seul sommet par année. Donc ce sont les présidents qui dirigent. Parlant aussi de la souveraineté, bon, tout le monde sait que dans un État, à l'intérieur même de l'État, le président a un certain monopole dans sa gestion. Donc, s'il confère une partie de sa souveraineté, donc il doit appliquer les directives. Bon, je donne l'exemple de la CEDEAO. La CEDEAO avait mis en place pas mal de politiques, dont la carte biométrique. À ce niveau, ça a intéressé le Sénégal. Le président Macky Sall a rapidement confectionné ces cartes. Les autres pays, bon, on peut tarder à c'est là-dessus. Il y avait aussi d'interconnecter cette zone à travers les chemins de fer. Bon, on constate que toujours au Sénégal, il y a des lenteurs qu'on note parce que le Sénégal doit déplacer les rails de Dakar jusqu'à Kédira pour connecter le Mali, faire de même pour que la libre circulation des personnes soit effective. Parlant toujours de la libre circulation des personnes, on constate qu'en Afrique, ça pose un réel problème. Pourtant, la carte biométrique servait à faciliter cette libre circulation des personnes. Parlant aussi de la monnaie unique, c'est une politique de la CEDEAO qui doit entrer en vigueur en 2020. C'était ça qui était programmé. Mais constatant que, bon, derrière, il faut toujours prendre en considération que la France défend ses intérêts. Quand on a automatiquement mis en 1975 la CEDEAO, la France a mis en place l'UEMOA. On parle de union monétaire. Dès l'instant que les 8 pays ont une monnaie en commune, pourquoi parler d'une union monétaire? Dès l'instant que, mais c'est pour contrer, parce qu'au niveau de la zone CEDEAO, il y a le Ghana et le Nigeria, qui sont en quelque sorte les puissances de cette zone. Donc, on ne peut pas prendre une mesure à l'encontre, parce que même la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire même pèse lourd, 60% de l'UEMOA, mais comparé au Ghana et au Nigeria, la Côte d'Ivoire va se positionner en 3e position. Donc, c'est pourquoi, bon, la France, pour mieux diviser, parce qu'on ne peut pas avoir deux, parce qu'il y aura des enchevêtrements au même de parce que tout ce qui est planifié et mis en place au niveau sous-régional, les 8 séparés, bon, il y a la mainmise de la France qui va contrecarrer ces mesures. Donc, sur le plan supranational, les États ne vont pas céder leur portion de souveraineté pour faciliter la mise en application des politiques communautaires. Donc, ça soulève de notre domaine plus complexe, les droits communautaires. Bon, je vais vous laisser, si vous avez d'autres interrogations, continuez. Merci beaucoup, hein, c'est pertinent. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui désire, comment dirais-je,
qui désire réintervenir. On va essayer de terminer avec Yoro. Voilà. Donc, Ok. moi, je vais faire un petit résumé concernant, bon, d'abord la problématique de l'intégration. Moi, la première question que je me pose, c'est d'essayer d'identifier, c'est d'essayer de justifier pourquoi l'Afrique même a besoin de suivre un processus d'intégration. C'est la grande question qu'on doit se poser. Parce que si l'Europe a réussi cette intégration, est-ce qu'on doit aussi faire de sorte à faire une intégration qui serait basée sur quel modèle, du moins? Mais je pense que la grande question ici, c'est de voir quels sont les problèmes à résoudre pour la question du développement. Quels sont les atouts que l'Afrique a pour régler les problèmes de développement? Pour cela, on doit proposer un modèle de développement unique basé sur une réalité culturelle, politique et sociale des Africains. Donc, moi, dans la plupart de mes études, j'ai fait des recherches sur le développement. Donc, le premier problème qu'on a quand on parle de développement, on doit parler de sécurité. Même si on est riche, même si on a tout ce que les gens ont besoin, comment voudriez-vous travailler s'il n'y a pas la sécurité? Donc, la sécurité en Afrique, elle est essentielle à résoudre. Donc, une base d'intégration basée sur un modèle de sécurité. Comment le Malien, le Sénégalais, l'Ivoirien ou bien le Guinéen peuvent se sentir à l'aise, peuvent se sentir qu'ils sont dans un continent qui est sécure, sans problème, je voulais dire. Je voulais passer en anglais, mais bon. Non, donc, je peux comprendre. Quand ça calme, tu ne peux pas passer en anglais. Ce n'est pas un problème. OK. Donc, comment on peut passer avec une Afrique du moins, sans pouvoir parler de sécurité? Donc, la sécurité, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est de voir le modèle de développement que l'on doit proposer aux Africains, aux pays africains, basé sur la politique, basé sur le contexte social et aussi sur l'environnement. Mais si on ne parvient pas à résoudre ces problèmes-là, je pense que ce serait difficile de trouver à l'Afrique un modèle d'intégration. Donc, il ne faut pas faire un faux débat de voir l'Afrique intégration, de débattre sur l'intégration sans pour pouvoir réfléchir pourquoi nous devons faire une intégration et pourquoi on doit même faire une intégration. Pourquoi le Malien et les Sénégalais doivent s'unir pour être plus efficaces. Donc, est-ce que le Sénégalais ne doit pas travailler? Est-ce que le Malien ne doit pas travailler? Après le travail, après une industrie, après une société agraire, on peut combiner, on peut agréger les efforts pour voir si le Malien a besoin du Sénégalais et si le Sénégalais a besoin du Malien ou bien l'Ivoirien, on pourrait faire sur ce domaine, on pourrait dessiner notre propre modèle d'intégration. OK. Je pense qu'on peut s'en arrêter là pour aujourd'hui. Là, je suis en train de répondre au message là. Il y en a qui ont vraiment apprécié l'échange. Voilà. Je pense que, parce qu'ici, au niveau d'Istanbul, on est déjà à 22h09. Moi, je suis pas encore professionnel, mais peut-être Yoro, lui, il partira peut-être au boulot demain. Donc, je pense que s'il n'y a pas de questions, donc s'il y a des gens qui veulent poser des questions. Si on peut prendre 2 ou 3 questions. Diane, si tu as un dernier mot à donner, ou bien une dernière suggestion. Donc, juste dire que actuellement, nous sommes dans un monde hyper mondialisé. Donc, le fait d'aller seul, ça sera extrêmement difficile. Donc, ça peut susciter l'intérêt d'une intégration. Parce que quand on parle de l'Europe, on fait allusion à l'Union européenne. Parce qu'on a constaté avec la crise, avec la pandémie, même cette pandémie,
que l'Europe était une Europe tellement faible, ne parlant même pas de l'organisation qui a montré des lacunes dans la gestion même de cette crise. Donc en Afrique, nous avons des micro-États à travers l'espace, la superficie de chaque État. Nous avons des micro-États. Le Sénégal ne représente rien. Mais si on procédait à une intégration plus globale, on va procéder à ce que les économistes appellent la division internationale du travail, c'est-à-dire théorie des coûts comparatifs. C'est-à-dire le Sénégal, à travers son expertise sur le plan diplomatique, le Sénégal pourra contribuer parce que le Sénégal a montré l'efficacité dans ce domaine. Exemple, le Nigeria, le Golfe, je ne parle même pas, mais le Golfe à travers les centrales pétrolières, les champs pétroliers, tout cela, donc peuvent contribuer à diversifier l'économie, peser lourd sur les relations internationales à travers les échanges de coopération. Parce que les pays isolés n'ont pas un certain poids sur les relations internationales. Avant que tu n'avances un petit peu, moi c'est là où je voudrais intervenir. Peut-être en fait, l'intégration pour moi, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut. Par exemple, tu dis qu'on ne pèse pas bien lourd, surtout dans un contexte de mondialisation. C'est un peu difficile d'aller seul. Oui, mais ça dépend de ce qu'on veut. Je pense pour l'instant, ce qui arrangerait les pays africains, c'est d'abord de construire un marché en Afrique, parce qu'on a la population qu'il faut. On a la population qu'il faut. Oui. Les Africains sont en train de travailler dans ce sens avec Zeleka. Donc, ça a des lenteurs, mais les Africains commencent à travailler avec des biens mais c'est là à ce niveau. Oui. Donc, M. Diène. Oui, là. Donc, moi, la question que je me pose, c'est que vous avez parlé d'intégration pour mieux peser. Mais le problème, c'est que si on n'a pas d'identité, une identité d'abord culturelle, parce qu'on n'étudie pas avec nos langues, premièrement. Si on n'a pas une identité économique, industrielle ou bien agricole, comment on peut peser dans un ensemble, principalement en Afrique? Nous, par exemple, au Sénégal, qu'est-ce qu'on peut proposer à nos voisins? Si on ne parvient pas à résoudre ce problème d'abord, comment on pourrait résoudre ce problème d'intégration qui doit se baser sur la formalité d'apporter quelque chose pour peser sur la table des négociations. Moi, c'est là où je voudrais mais pas de la négociation. En fait, c'est là où je voudrais en venir. Moi, je me disais que ça dépend de ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut réellement? On veut une intégration économique, oui. Mais qu'est-ce qu'on va offrir aux gens? Sur quoi va se baser sur l'échange? On sait que on a des choses à amener. On a des bases de marchandises, on a des bases économiques, sur lesquelles on peut échanger. Voilà. Mais pour moi, il sera d'abord nécessaire de construire nationalement notre économie avant de pouvoir aller au-delà de nos frontières. Moi, c'est ça ma conviction en fait. Il faudrait que le Sénégalais, parce que comme tu dis, dans les pays du Golfe, Mohamed Diène, dans les pays du Golfe, ce sont des pays qui ont construit une certaine économie avant de pouvoir sortir, avant de pouvoir passer par les fonds d'investissement, par un certain soft power surtout. Peut-être un autre jour on parlera de ça, mais ce qui fait en fait le fait que les pays du Golfe, comme le Qatar, parviennent à s'extérioriser et à avoir une place dans la communauté internationale, c'est parce que la puissance a changé. La puissance n'est plus militaire, mais maintenant la puissance elle est hégémonique. Ça se base sur l'attractivité, etc. Voilà. Mais est-ce que pour moi, si l'Afrique a envie de justement d'avoir cette place-là sur la communauté internationale, elle doit se construire une certaine économie et voilà, se construire après une certaine attractivité. Voilà, se mettre dans la niche de ce soft power-là. Donc, moi, j'ai une question à M. Diène. J'ai une petite question. Oui. C'est quoi même l'objectif du développement? Pourquoi on voudrait se développer? Pourquoi on doit prôner au développement économique? Quel est l'objectif? Est-ce que l'intégration en soi, on doit passer par l'intégration ou bien on veut se développer économiquement? Et quoi l'objectif? C'est quoi même l'objectif de développement?
Ok, donc, Bon, pour répondre, parce que... attends, Jane, Oui, tu réponds. Jane, bon, tu réponds. Après, comment oui, dirais-je, Yoro, après, tu as une question là-bas. Badiam Sanou a posé une question après pour toi. Maintenant, en troisième position, Issa, tu vas reprendre la parole après. Donc, Jane, vas-y. d'accord. Même la notion de développement, elle est relative. Bon, on ne doit pas... C'est parce que en études comparées, en politique comparée, les notions ont leur sens. Le développement, ce que l'Occident considère comme le développement peut ne pas l'être en Afrique. Parce que, bon, les Américains disent que celui qui n'a pas $1 n'est pas développé. Alors que les Africains, bon, il faut se soucier de l'intérêt, de ce que les Africains veulent, de leur vision. Parce que nous n'avons pas les mêmes visions que les Européens. C'est à nous de s'approprier de ces concepts et de les mettre en évidence. Donc, le développement peut différer. Oui, peut différer d'un pays à un autre. Comme exemple, aux États-Unis, le fait d'avoir tant de sommes d'argent, tout ça peut être considéré comme le développement, alors que tel ne peut pas être le cas en Afrique. Donc, pour revenir sur le projet africain, Kadhafi avait un projet africain, la création d'une monnaie unique. Mais les Africains ne l'ont pas soutenu. Les Africains ne l'ont pas soutenu. Donc, il sait bel et bien que l'Afrique isolée ne pèse pas lourd. Même en Europe, le Brexit causé par l'Union européenne, bon, a fait un peu trembler l'Union européenne. Pour constater, bon, il y a d'autres pays. Actuellement, en Europe, si un pays, je ne parle pas d'autres pays, mais regardez la Grèce, la crise Grèce en 2009, la récession, tout ça. Donc, ça a eu des impacts au sein même de cette zone. L'Union européenne est fragile, pour dire. Imagine, bon, la France et l'Allemagne, la France est une puissance agricole au sein de l'Union européenne. L'Allemagne, une puissance industrielle. Donc, l'Afrique est détentrice des matières premières. Pourquoi ne pas valoriser ces matières premières? Actuellement, comme exemple, en Côte d'Ivoire, bon, ils n'ont même pas d'usine pour transformer le cacao, alors que la Côte d'Ivoire fait partie derrière le Brésil des pays producteurs de cacao. Pourquoi ne pas valoriser cela? Dans d'autres zones, comme exemple sur le plan énergétique, il y a les énergies solaires, il y a d'autres. Pourquoi toujours imiter le modèle occidental du développement? Exemple, au Sénégal, nous avons un plan Sénégal émergent. Au Gabon, nous avons un plan Gabon émergent. Tout ça, c'est copié sur le modèle occidental. Exemple, aujourd'hui, Macky Sall nous parle de plan Sénégal émergent. Mais qu'est-ce que cela veut dire émergent selon lui, Macky Sall? Donc, lui, il se base toujours sur le modèle occidental pour construire quelque chose. Alors qu'en Afrique, nous pouvons créer, bon, il y a des académiciens, il y a d'autres. On peut réfléchir sur le modèle et là, on va mettre en exergue notre identité culturelle. C'est-à-dire comment notre culture conçoit le développement, comment les mettre en pratique à travers l'aspect linguistique. Parce qu'on constate que les pays développés, quel est l'objectif même du développement? Mais c'est l'amélioration des conditions de vie. C'est l'épanouissement. Pour moi, c'est l'épanouissement. C'est l'épanouissement. Bon, le développement, c'est un idéal. C'est un idéal que tout État aspire. Exemple, je peux vous donner un pays comme les pays scandinaves. Eux, on les considère pas comme des pays développés, mais le niveau de vie est supérieur des fois aux États-Unis. Exactement. Alors que les États-Unis, on les considère comme une grande puissance. Donc, c'est à relativiser. Quand Trump parlait des Africains comme étant des pays de merde, on s'est rendu compte qu'il avait dit qu'il aimerait avoir des immigrants comme venant de la Scandinavie, mais les Norvégiens l'ont répondu. Ils ont dit, ici, nous avons la paix, la sécurité et un bon travail. Alors qu'aux États-Unis, il n'y a pas la sécurité. Quelqu'un peut se lever avec son flingue, tuer des gens, sans, bon, tout ça. Donc, oui. Ça revient. Bon, je vais en profiter pour dire juste deux choses. Ça revient à ce dont on parlait l'autre jour. Genre, ils ont mis des variables qui déterminent le développement, qui sont des variables qui sont de propre réalité. Genre, par exemple, comme tu dis, ils mesurent le développement par rapport au dollar. Mais $1. Principalement au PIB. Oui, de GDP model. Voilà. Par exemple, c'est ça le problème de la Chine. Quand un Chinois qui a $1, ce qu'il peut faire avec en Chine, l'Américain qui a $1 ne peut pas le faire aux États-Unis. C'est ça le grand problème entre la Chine et
et les Américains, pourquoi eux, ils ne veulent pas, parce que jusqu'à présent, ils te disent que la Chine n'est pas Non, un great power. Ils te disent que la Monsieur Lo, oui, Monsieur Lo, je pense que on est en train, le problème de développement, c'est pas de faire un débat théorique. Parce que si on conçoit même le modèle GDP était basé sur l'après-guerre. Maintenant, comment on peut mesurer les ressources des pays après la Deuxième Guerre mondiale? Comment on peut le faire? C'est le modèle GDP, le modèle PIB que l'on connaît en français. oui. Donc, c'est à partir de ce modèle, les activités économiques, l'industrie et comment les gens aillent au travail et produisent des biens ou bien des services, c'est à partir de ce modèle qu'ils ont transformé pour former le modèle économique. Donc, nous, en Afrique, on n'a jamais connu une guerre totale. On n'a jamais eu de grands problèmes. Mais comment on peut appliquer un modèle qui a été mis en place par les Européens et on voudrait aussi voir les réalités et on peut l'imposer dans notre Afrique ou bien dans nos pays. Donc, le principal problème qu'on doit discuter, c'est d'abord comment on peut trouver un modèle de développement économique et après, quel est l'objectif même du développement. Ce n'est pas le fait de théoriser des concepts ou bien de dire qu'on doit se baser sur le modèle GDP ou bien on doit se baser sur la transformation des biens et des services. Ça, ce n'est pas le débat. Le vrai débat du développement, c'est comment on peut améliorer les conditions de vie des populations pour qu'ils puissent avoir accès à la santé, avoir accès à la nourriture et aussi de certains services de base. C'est ça le grand problème. Comment on pourrait faire un modèle qui obéirait ces principes? Parce que sans trois choses, on ne peut pas avoir un développement. Si on ne peut pas se nourrir, on ne peut pas se soigner et on ne peut pas se protéger, il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de développement. Et tous les pays du monde aussi ont un niveau relativement bas ou bien élevé sur ces trois. Comme vous prenez la Scandinavie ou bien si vous prenez les États-Unis, le Sénégal, c'est en fonction de leur interdépendance qu'on parvient à voir si ce pays est développé ou non. D'accord. Bon, mais monsieur Yoro. Ouais. Ok, vas-y, Tiens. Oui, monsieur Yoro. Donc, sous le règne d'Obama, Obama avait mis en place une politique, l'Obamacare. Donc, il y avait 50 millions d'Américains qui n'avaient pas accès aux soins médicaux. Pourtant, les États-Unis sont classés comme première puissance. Même cette crise de COVID-19 a révélé que 26 millions d'Américains n'étaient pas en mesure de se soigner. Donc, est-ce que on peut toujours se fier au développement à travers l'emploi, tout ça, la santé, pour dire qu'un pays est développé? Rares sont les pays qui remplissent ces conditions. Oui. Par exemple, si vous prenez l'exemple de la France, qui a une couverture sociale plus développée que les États-Unis, parce que là-bas, ils payent moins, ou bien la Scandinavie, on peut comparer que même les pays scandinaviens sont mieux que les États-Unis. Mais il ne faut pas oublier qu'un modèle de développement aussi doit être élaboré en mettant en avant un modèle économique de développement, comme le libéralisme. Donc, ce modèle libéraliste ne permet pas aux États-Unis de mettre en public les hôpitaux ou bien de faire les hôpitaux un bien public. Donc, ça, c'est un problème idéologique. Oui, c'est exact. Donc, ça, ce n'est pas un problème de soins. Mais le gouvernement ou bien les institutions aux États-Unis permettent aussi de donner du travail aux Américains. Parmi ces 50 millions d'Américains que vous avez mentionnés, la plupart d'entre eux, ce ne sont pas des Américains d'origine. Ce sont des Américains, en principe, ils sont tous des émigrés, mais ceux qui n'avaient pas eu la possibilité d'intégrer aux États-Unis, de terminer leur processus d'intégration. Mais la question aussi, elle est ouverte. Mais économiquement, pour un Américain de trouver $2 ou bien $3 par jour, c'est plus facile pour un Sénégalais ou bien pour un Chinois de trouver $1 par jour. Ok, d'accord. Bon, on y va avec Issa.
Ça, rapidement, il avait quelque chose à dire tout à l'heure. Après, on termine avec Badian Sanou, si tu désires intervenir. J'ai vu ton texte là. Voilà. Vas-y. Issa, tu es toujours là? Oui, allô? Oui, monsieur Lo, monsieur. Oui, merci. oui, rapidement, en 2 minutes. En 2 minutes. Ok, d'accord. Vas-y, on t'écoute. Merci de la parole accordée. Ce que moi, je devais ajouter, en fait, ça a été déjà relaté, mais je voudrais revenir sur le fait que l'Afrique, l'Union africaine, en base, est constituée de 55 pays. Donc, ce qui retient plutôt l'Africain de coopérer au sein de soi-même que d'aller coopérer en Europe. Je veux dire, l'Africain, au lieu de coopérer en Afrique, il préfère échanger, renforcer des liens avec les pays européens. Ce facteur qui cause cette coopération avec l'Occident, c'est la peur de l'autosuffisance africaine. Moi, je pense que l'Africain est capable de s'autosuffire dès lors que un renfort de liens soit fait au sein de l'Union africaine, un renfort de liens plutôt économique. Je mets l'économie avant tout, avant la santé, avant la sécurité aussi. Parce que dès lors, il y a l'économie, comme M. Yorov venait de dire, il y a le manger, il y a se soigner et, je ne sais pas, se protéger. C'est ça, je pense. Oui, si tu as une bonne économie, tu as une bonne, tu peux renforcer ta sécurité et tu peux avoir aussi un bon système sanitaire. Voilà. Oui, dès lors, on peut manger. Ça veut dire que le manger reflète ici l'économie. Dès lors, tu peux manger. Ça veut dire que la population est capable, dès lors, la population est capable de manger. Ça veut dire que la population a un travail rémunératif. La population a ses salaires. Ça veut dire que la population, je ne sais pas, pourra se protéger. Ok, mais on a parce qu'on paye les impôts. Les impôts qu'on paye, c'est pour se protéger. Avoir de la police, une armée, etc. Ok, voilà, c'est ça. Donc, Sanou, je ne sais pas si tu peux intervenir en 1 minute, rapidement. Où est Sanou? Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend rapidement. Voilà, donc moi j'avais une question à poser. Donc c'était concernant la question de l'intégration monétaire par rapport à l'éco. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Mais également l'autre, c'est juste y apporter quelque chose concernant le développement. Parce que comme je l'ai dit, moi je considère que le développement, comme l'ensemble des changements mondiaux et sociaux d'une population qui la rend apte à faire croître cumulativement et durablement. Mais également, tout à l'heure, comme il l'a dit notre professeur, donc le développement, il y a un aspect quantitatif et qualitatif. Voilà, donc ce qui peut être considéré comme développement dans un autre pays peut être différent. Par exemple, j'ai donné l'exemple de l'Arabie Saoudite. Donc en Arabie Saoudite, on peut dire que voilà, l'Arabie Saoudite est un pays vraiment développé, alors que là-bas, il n'y a pas une égalité au niveau des genres. Donc, des fois, j'entends même qu'on dit que les femmes ne sont pas autorisées à conduire. Donc, est-ce que l'Arabie Saoudite est développée par rapport à ces pays-là, par exemple au Sénégal? Parce qu'ici au Sénégal, on peut voir que des femmes, donc voilà, qui ont une certaine autonomie, qui ont une certaine domination, voilà, pour faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, donc c'était juste ça. Mais juste vous féliciter également donc de la qualité du débat. Merci. Merci beaucoup. Bon, je pense que on va s'arrêter là. Je ne sais pas, parce que j'avais prévu juste 1h30. Je pense que le truc va s'arrêter au bout d'1h30. D'accord. Voilà, donc Yoro, je pense qu'on pourra prendre rendez-vous et refaire ça une autre fois. Ok. Avec un autre thème. Voilà.
C'est bien, c'est bien. Donc, merci. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Je suis un peu désolé là parce que, bon, sur ces 10 dernières années, j'ai fait mes études en anglais ou bien en allemand. Donc, j'ai tendance à un peu oublier les mots français. Donc, je m'excuse pour cela. Donc, si j'avais plus de préparation, je pense que ce serait aussi mieux. Oui. Donc, oui. pour la prochaine fois, on pourrait faire mieux. Merci beaucoup. Je dois préciser que je lui ai donné, que je lui ai proposé la réunion juste il y a 3 heures ou 4 heures. Voilà. Donc, il n'a pas vraiment eu le temps de vraiment préparer cela. Il s'est montré très disponible. Donc, merci beaucoup déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Donc, Jane, merci beaucoup aussi pour la présence. Merci les autres. Je vous mets mon numéro sur WhatsApp. Comme ça, vous pouvez me contacter. Et après, je prendrai vos coordonnées, soit vos mails ou bien vos numéros. Comme ça, je vais vous faire part des webinaires, voilà, et des thèmes quand il y aura l'occasion d'en créer encore ou d'en organiser encore. Voilà, je vous laisse mon numéro WhatsApp. Il y a eu d'autres Africains. Je salue la présence d'autres Africains. Il y a Mounir qui est malien. Il y a Issa qui est intervenu tout à l'heure. Il est congolais. Voilà. Il est congo-tchadien. Voilà. Ou bien congolo-tchadien. Voilà. Donc, j'espère que comment dire, on pourra avoir le temps que tout le monde puisse intervenir une autre fois. Voilà. Donc, merci tout le monde. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Vous pouvez contacter moi directement par WhatsApp. Comme ça, je vais prendre votre numéro parce que si je ferme, je ne pourrai pas avoir contact de vos. Je ne pourrai pas noter cela. Donc, merci tout le monde. À la prochaine fois. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.